Bonjour et bienvenue dans cette présentation. On essaiera de découvrir le cracking de mots de passe utilisateur. Autrement dit, on essaiera de découvrir une panoplie d'outils afin de changer les mots de passe Windows par exemple, les récupérer, craquer des mots de passe Linux en utilisant le fichier /etc/shadow ou encore la compréhension d'une notion qui est très importante du technique qui est le Rainbow Tables qui a été longtemps mal compris par plusieurs personnes. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par les méthodes de cracking de mots de passe, les stockages des mots de passe, mais aussi l'attaque la plus importante, je dirais, à comprendre, qui est les Rainbow Tables, et qui est très intéressante, qui est un compromettant mémoire. On va aussi voir la notion de sel qui va nous encombrer lors de l'utilisation des Rainbow Tables, qui va encombrer le processus de cracking. Les mots de passe au niveau de Windows, au niveau de Linux, mais aussi les outils qu'on va pouvoir utiliser dans notre lab. Et enfin, on finira notre présentation par le lab où on essaiera de mettre en œuvre tout ce qu'on aura pu découvrir au niveau théorique. Alors, par définition, le cracking de mot de passe est le fait de trouver le mot de passe à partir de données stockées ou transmises par ordinateur. Un mot de passe est utilisé pour sécuriser différents types de systèmes par défaut, hôtes qui peuvent être sous Linux ou Windows. Donc, cette vidéo concernera le cracking de mots de passe des systèmes hôtes. La méthode qui reste la plus facile pour récupérer un mot de passe reste le social engineering. L'objectif et donc qui sera pour vous en tant que hacker lorsque vous êtes en train de craquer les mots de passe, c'est de réduire au maximum le nombre de possibilités, soit en utilisant le social engineering, soit en utilisant diverses techniques qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Quand je dis bien sûr en tant que hacker, cela veut dire que vous, en tant qu'entité, quand vous êtes en train de tester la sécurité d'un système en mettant la casquette du hacker. Les méthodes de cracking de mot de passe sont les suivantes. Donc, soit vous êtes en train de le deviner, soit en utilisant par exemple, l'utilisation de techniques comme le shoulder surfing qui permet donc que vous êtes en train de regarder simplement l'utilisateur quand il est en train de taper son mot de passe. Utiliser des attaques telles que le social engineering pour récupérer ce dernier. Il existe aussi l'attaque par dictionnaire, l'attaque brute force et la combinaison entre les deux qui reste, ou encore même les trois qui est l'hybride. Donc, comme on a pu le découvrir lors du chapitre sur le brute forcing par exemple. Les mots de passe sont stockés bien sûr d'une façon cryptée. La première notion à connaître est le hashing. C'est une fonction particulière qui, à partir d'une donnée fournie en entrée, calcule une empreinte servant à identifier rapidement, bien qu'incomplètement, la donnée initiale. Les fonctions de hachage sont utilisées en informatique et en cryptographie. Donc un exemple qui est devant vous. Donc renard, dans une fonction de hachage, nous donnera l'empreinte suivante. Bien sûr, si on utilise d'autres mots, cela nous donnera différentes empreintes, bien sûr, par rapport aux autres. Donc c'est une fonction où on entre une chaîne de caractères et qui va nous donner l'empreinte unique de cette dernière. Donc le but pour nous, c'est de craquer cette empreinte. Une des notions des attaques surtout qui est très mal compris et qui est très intéressante, qui est le Rainbow Table. Donc, un Rainbow Table, littéralement appelé table arc-en-ciel, on verra d'ici la fin des slides pourquoi il est appelé table arc-en-ciel, et en cryptanalyse, une structure de données créée en 2003 par Philippe Wechslein de l'EPFL, donc la célèbre université suisse. Elle permet de retrouver un mot de passe à partir de son empreinte. Il s'agit d'une amélioration des compromis en mémoire proposée par le célèbre cryptologue donc Martin Hellman dans les années 1980 qui a pu établir avec bien sûr Shamir, un des créateurs de RSA. Donc les tables arc-en-ciel essaient de concilier la taille de fichier et le temps de calcul raisonnable. Une attaque par Rainbow Table, autrement dit encore une fois, table arc-en-ciel, se déroulera en deux étapes. Il faut tout d'abord générer une table, puis craquer une à plusieurs les empreintes à l'aide de cette dernière. La première étape reste la génération de la table.
Donc, le but est de calculer à partir d'une empreinte un mot de passe. Le mot de passe qui correspond bien sûr à l'empreinte. Une telle fonction n'existe pas bien sûr, mais c'est juste le mot de passe spécifique qui correspond à cette dernière. Donc, il n'existe pas de fonction reverse qui va vous permettre donc de récupérer le mot de passe à partir de l'empreinte. Donc, on dit qu'on réduit l'empreinte proprement dit. La seule chose que l'on demande à cette fonction de réduction, c'est d'être cohérent, c'est-à-dire de toujours retourner le même mot de passe quand on lui donne la même empreinte en paramètres. On part bien sûr au début d'un mot de passe, on va ensuite calculer son empreinte, on calcule un nouveau mot de passe à partir de cette dernière, et ensuite on calcule l'empreinte de ce mot de passe. On répète l'opération un certain nombre de fois. Ensuite, on stocke dans la table le mot de passe initial, bien sûr, et l'empreinte finale. Donc, on a un exemple qui est le suivant. Donc, on a AAA qu'on va essayer de hacher, réduire, hacher, encore une fois réduire, hacher, réduire et enfin hacher. Donc, on va stocker tout d'abord le mot de passe ainsi que son empreinte. Donc, c'est ces fonctions de réduction qui vont nous permettre de récupérer le mot de passe. Donc, on va prendre un autre exemple donc, du QWER. Donc, on va hacher, réduire, réduire et enfin hacher et on va enfin stocker le donc l'empreinte de ce dernier dans une table. Voyons maintenant comment on peut utiliser cette Rainbow Table pour craquer des empreintes. Commençons par le plus facile. Essayons de craquer l'empreinte suivante. Donc 269C241B. Cette empreinte figure directement dans la table à la seconde ligne et associée avec le mot de passe QWR. On sait donc que le mot de passe qui est correspondant à cette empreinte est le quatrième de la chaîne. Malheureusement, qui est le suivant bien sûr, donc on met HF. Donc comme on l'a dit, malheureusement, on ne l'a pas stocké dans la table. Nous allons donc régénérer la chaîne comme lors de la création du Rainbow Table. Ensuite, on fait passer cette empreinte dans la même fonction de réduction, donc qui va nous donner GUFX, celle qui a servi bien sûr à générer la table, et retourne le dernier mot de passe, qui est le deuxième mot de passe qui est le suivant, que l'on H puis réduit la troisième fois, donc ce qui va nous donner SGKG, que l'on H puis réduit pour donner le quatrième mot de passe. Et voilà, bingo. Pour être sûr de nous, on H OMFH, ce qui nous donne le H suivant. Donc, bingo, nous avons craqué l'empreinte 269C241B. Le mot de passe est donc OMHF. Essayons maintenant de craquer donc l'empreinte 9D4E1E3. Donc, pas de chance, cette fois, cette empreinte ne figure pas dans la table. La partie n'est pas perdue pour autant. Essayons de calculer une autre empreinte à partir de 9D4, 1, 2, 3. Un appel à la fonction de réduction nous donne SWDC que si on le passe dans la fonction de hachage, nous donne le hash suivant, donc 4457806C. Et surprise, cette empreinte figure dans la table dans la première ligne, comme vous pouvez le voir. Prenons donc le mot de passe initial, donc nos 4A, et comme pour le premier cas, reconstituons la chaîne. Donc deux coups de hachage et réduction nous donne le mot de passe XCCD qui, une fois passé au hachoir, donne 9D4E1E23. Donc, mission accomplie, le mot de passe correspond à notre empreinte XCCD. Donc, une dernière encore une fois, juste pour pouvoir comprendre, pour pouvoir voir si vous avez bien compris la situation. Donc, on va prendre le H05DB7A98. Donc, l'empreinte ne figure pas dans la table. Donc, on passe au plan B. Donc, on va réduire le H. Donc, on va bien sûr réduire le H, ce qui va nous donner JFX. Ensuite, on va rehacher. Donc, le H ne figure pas dans notre table. On va encore une fois recommencer. Donc, on va hacher ce dernier. On va réduire puis hacher ce dernier. Donc, SGKG. Ensuite, cela va nous donner A986 FC2C. Donc, encore perdu. On va recommencer encore une fois. On va réduire pour avoir OMHF. On va réduire encore une fois pour avoir EMHF. Donc, on va hacher pour récupérer 269C241B qui figure dans la table, donc dans la deuxième
lignes. Donc de plus, comme nous avons tourné 3 fois pour trouver et que la table contient une chaîne de longueur 4, le mot de passe recherché est la première chaîne. Donc qui est cette dernière? Donc le H est le 05 DB7A98 et donc c'est gagné. Pour stocker 100 millions de mots de passe, il suffit donc par exemple de générer une Rainbow Table contenant 100 000 lignes avec des chaînes de longueur 1000. Donc encore une fois, il suffit par exemple de générer une Rainbow Table contenant 100 000 lignes avec des chaînes de longueur 1000. On stocke donc dans un fichier de 2 mégaoctets une table qui pèserait 2 gigas dans le cas d'un simple dictionnaire. Donc c'est extrêmement puissant. Il faut juste éviter les collisions. Donc les fonctions de réduction provoquent parfois des collisions. La notion de collision survient quand la fonction de réduction retourne le même mot de passe pour ceux des empreintes différentes. Donc cela survient forcément car il y a toujours une empreinte possible plus d'empreintes possibles que de mots de passe possibles. Donc voilà une vue de ce qu'on vient de faire et c'est là d'où les Rainbow Tables tiennent leur nom. Donc c'est depuis les fonctions de réduction. Donc le nom vient de là. Donc on a les hash avec les mots de passe ainsi que les fonctions de réduction ici avec différentes couleurs. C'est ce qui a donné le nom des Rainbow Tables. Donc l'efficacité des tables diminue d'une façon significative lorsque les fonctions de hachage sont combinées à un cell. Le cell est une valeur aléatoire qu'on ajoute au mot de passe avant de le hacher afin d'avoir une empreinte. Donc ce cell va rendre la tâche plus difficile, surtout que c'est une valeur aléatoire. Concernant les mots de passe Windows, donc Windows bien sûr est l'OS le plus utilisé, il est de plus en plus sécurisé mais reste vulnérable. Le stockage se fait dans un registre appelé SAM, donc System Account Management. Donc l'exception est l'utilisation de Active Directory, donc dans ce cas le stockage se fait dans des bases de données LDAP. Donc généralement on retrouve le fichier SAM dans le fichier dans ces deux points. Donc système, généralement c'est Windows pour le système root, système 32 dans le fichier, dans le dossier config, excusez-moi. Donc SAM stocke les mots de passe hachés, donc soit de type LM et NTLM. Les fichiers ne peuvent pas être copiés ni déplacés, mais on peut les dumper, comme on va le voir tout à l'heure quand on va booter Kali au niveau d'une machine ayant déjà Windows installé et qu'on va récupérer ces fichiers afin de les craquer ou les manipuler. Concernant les mots de passe Linux, c'est différent de Windows, donc on a deux principaux fichiers, donc le TC passwd et le TC shadow. Donc c'est plus difficile à craquer que les fichiers SAM. Donc on a une méthode de capture en utilisant des bootloaders comme Grub. Il nous faudra donc identifier puis craquer ces mots de passe. Les outils qu'on va pouvoir utiliser afin de performer ce type d'attaque sont Hashcat, ChainTPW, Ofrac, Crunch, Hash Identifier et enfin Find My Hash. Sans plus tarder, allons découvrir ça ensemble. Une fois au niveau de Kali Linux, nous allons pouvoir effectuer la première attaque qui est l'attaque sur le fichier, donc les fichiers de mot de passe de Linux. Donc comme on l'a spécifié, donc on a déjà vu comment unshadowé un fichier shadow et le craquer grâce à John the Ripper. Maintenant, nous allons utiliser l'interface graphique de ce dernier, qui est un outil qui reste extrêmement puissant, qui est Johnny. Donc, on va lancer Johnny en utilisant la commande Johnny au niveau de votre terminal. Vous pouvez avoir quelques statistiques, les options possibles sur l'utilisation d'outils. Donc, vous pouvez choisir les options par défaut. Donc, Sigle Crack Mode si vous voulez utiliser des filtres personnalisés, donc à utiliser juste pour un crack spécifique. Donc utiliser word list, utiliser le mode incrémental et si vous voulez utiliser des modes donc, qui ne sont pas spécifiés dans l'outil, donc vous pouvez voir plus tard. Donc vous pouvez aussi spécifier le format du hash utilisé ou simplement laisser l'option autodetect qui va détecter automatiquement. Dans notre cas, on va choisir une word list que vous aurez déjà préparée, donc wpl.txt. Donc vous avez d'autres informations sur la configuration de Johnny, qui est l'interface graphique de John the Ripper. Donc l'output enfin et le coin qui nous intéresse le plus, donc l'onglet qui nous intéresse le plus est password. Donc on va aller vers Open Passwords, Computer, / et on va vers le répertoire OTC pour aller chercher le fichier Shadow. Comme ceci, et on va ouvrir. Donc on a déjà le hash
qui a été chargé, ainsi que l'utilisateur root qui est utilisé par défaut. Donc généralement, vous avez tous les entités qui sont assignés donc, à des noms d'utilisateurs au niveau de Linux, donc au niveau de votre machine Kali ou d'une machine Linux quelconque. Donc ensuite, il vous suffira de cliquer sur Start, craquer le mot de passe, et voilà, le mot de passe a été craqué d'une façon réussie, donc qui est Maestro. Le prochain outil qu'on va découvrir est tout aussi important et qui nous permettra de craquer bon nombre de types de hash, qui est H4. Donc pour lancer H4, il suffit de taper H4 au niveau de la vie de commande. Donc pour pouvoir voir les options avancées, on va taper "-help", et comme ça, vous avez tous les types de hash susceptibles d'être craqués par ce dernier. Donc on a une panoplie de hash parmi eux bien sûr du MD5, du MySQL, donc spécifié comme SQL, du SHA-256, CentLM pour du Windows, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test avec les hash déjà existants au niveau donc, de la base de données exemple de H4. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va se diriger vers le dossier /user/share. Ensuite, on va se diriger vers le dossier de H4. Ensuite, on va remarquer un dossier nommé exemple. On va se diriger vers ce dernier. Et comme vous pouvez le voir, on a quelques exemples de hash. Donc, cela dépendra du type de hash utilisé. Donc, vous avez déjà les numéros donc M300, M400, 1100 par exemple qui correspondent au type de hash utilisé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un hash de type MD5. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va jeter un coup d'œil sur ce qu'il y a au niveau de ces dossiers. Donc au niveau du dossier hash, du fichier hash, pardon, au niveau des fichiers. Donc voilà. Donc ceci est le fichier contenant les hashes et ça c'est le dictionnaire correspondant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer H4 en lançant H4-M en spécifiant le type de hash, donc 400 pour MD5 comme on a pu le voir en utilisant la commande help. Ensuite, on va donner le chemin du premier fichier contenant les hashes, donc m400.h, suivi du fichier contenant le dictionnaire. Et voilà, cela s'est fait d'une façon réussie. Donc, comme vous le voyez, on a pu récupérer le résultat de la manière suivante. Donc H4 ne permet pas juste de craquer grâce à un dictionnaire, il permet aussi de générer donc des fichiers de générer pardon, des combinaisons par brute force et même de spécifier la longueur mais aussi les types de caractères utilisés, etc. Cela reste un outil très puissant à utiliser et qui dispose d'une panoplie d'options que vous pouvez encore voir grâce à la commande h4-l. Donc les utilisations de ce dernier sont illimitées. Donc nous verrons plus tard dans la formation au niveau expert, au niveau donc qui concerne le cracking de mot de passe utilisateur, l'utilisation de l'outil H4 d'une manière très avancée. On va pouvoir combiner entre plusieurs attaques telles que le dictionnaire, attaque par dictionnaire, les rainbow tables, etc. afin de parvenir à effectuer une attaque parfaite sur les mots de passe utilisateurs. Le prochain outil qu'on va découvrir est un outil très utile quand vous avez une idée du mot de passe utilisé par l'utilisateur, qui est Crunch. Crunch vous permettra de créer une word list basée sur les critères dont on vient de parler, qui est une idée sur la composition, la manière dont l'utilisateur crée son mot de passe. Par exemple, password 1, 2, 3, 1, 2, c'est tout. Donc 1, 2, 4, donc c'est des combinaisons comme ça. Donc on va voir un exemple tout de suite. Donc l'utilisation de Crunch est très facile. Il suffit de spécifier les numéros de caractères, par exemple minimal, maximal. Ensuite, on va spécifier la composition du mot de passe. Donc par exemple, arrobas va nous donner des caractères. Donc on va le voir tout de suite. Donc liste mdp char txt. Donc voilà, on va générer. Donc 666 lignes ont été générées.
Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, on a pu générer toutes les combinaisons possibles en ayant préalablement la composition du mot de passe utilisateur qui commence par passe. Donc on va voir un autre petit exemple. Donc mais cette fois avec des entiers. Il suffit de remplacer par pourcentage. Donc et voilà, 100 lignes ont été générées. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les combinaisons ont été générées. Donc comme je vous l'ai dit, cet outil reste très utile quand vous savez ce que vous cherchez exactement et que vous avez une idée préalablement sur la composition du mot de passe de l'utilisateur. Vous pouvez avoir plus d'informations en tapant la commande man crunch. Comme ça, vous pouvez voir plus exactement toutes les options disponibles et comment vous pouvez les utiliser. Donc à noter que man, qui concerne la documentation sur les outils au niveau de Linux, reste une commande très puissante que vous êtes débutant, que vous voulez découvrir un outil par exemple. Donc même dans ce cas, il y a des options très intéressantes au niveau de crunch que vous pouvez voir en naviguant sur le manuel de crunch. Il existe un outil très intéressant qui vous permettra de gagner beaucoup de temps quand vous êtes en train de chercher le type de hash utilisé par l'utilisateur, donc la fonction de hachage qui est utilisée pour hacher le mot de passe, qui est hash identifier. Donc cela va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Donc on va prendre l'exemple de l'utilisation d'un générateur. On va générer un hash MD5 et voir si l'outil réussit à identifier le hash. Donc voilà, qui est administrator. Donc voilà son hash, donc c'est un hash MD5. On va le copier, on va aller vers l'outil et on va lui donner le hash. Ok, voilà, il a déjà découvert que le hash était du MD5. Donc il classe même les probabilités de hash du plus probable au moins probable. Donc cela reste un outil extrêmement utile quand vous êtes en train de chercher le type de hash utilisé par l'utilisateur. Il vous permettra de gagner beaucoup de temps. Une fois notre hash identifié, on va essayer maintenant d'utiliser un nouvel outil qui nous permettra de trouver notre hash sur les bases de données publiques. Cet outil qui s'appelle Find My Hash et on peut l'utiliser de la manière suivante. Donc on va taper Find My Hash. Donc si vous voulez avoir les options, donc il suffit de taper Find My Hash et vous aurez la panoplie d'options concernant cet outil. Donc mais aussi surtout les types de hash supportés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le hash qu'on a utilisé sur hash identifier. On va aller vers notre outil, donc find my hash. Donc on va taper MD5 pour le type de hash, -h et on va spécifier notre hash. Ensuite, on va le laisser effectuer la recherche au niveau des bases de données publiques pour trouver le hash, donc le mot de passe correspondant à ce hash. Et voilà, il a pu effectuer la recherche sur bon nombre de sites et à la fin, il a pu trouver la référence qui est administrator, donc le hash ainsi que le mot de passe correspondant à ce dernier. Donc comme vous pouvez le voir, il a pu effectuer la recherche sur bon nombre de sites. Donc maintenant, on va essayer de passer vers proprement dit la manipulation de fichiers au niveau de fichiers contenant les mots de passe spécifiques aux utilisateurs au sein de Windows grâce à de principaux outils. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de découvrir ce dont on a parlé. Donc on va aller vers Windows, Système 32. Ensuite, on va vers Config et vous aurez les fichiers SAM et Système qui sont ici. Donc une fois que vous essayerez de copier les deux fichiers, donc vous aurez un message comme suit. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de booter Kali au niveau de la machine Windows.
Donc pour ce, vous devrez connecter Kali à votre machine en allant vers VM, Removal Devices, CD/DVD, Settings, et vous devrez naviguer vers l'image où se trouve Kali Linux. Une fois fait, on va cliquer sur OK et on va redémarrer notre machine pour que Kali puisse booter directement sur cette dernière. Donc une fois au niveau de Kali Linux, nous allons diriger vers les fichiers. Donc on verra le volume qui a été monté automatiquement ici. Il faut récupérer là où le volume a été monté. Donc clic droit, propriété. Donc il a été monté dans le dossier média root. Donc maintenant, on va se diriger vers ce dossier pour vérifier ceci. Voilà, média root. Donc généralement, c'est un nombre aléatoire qui est généré par le système. Donc, comme vous pouvez le voir, donc voilà, on a tout ce dont on a besoin. Donc, maintenant, on va lancer notre outil offcrack qui va utiliser donc les rebootables afin de craquer ces mots de passe. Donc la première chose qui saute à l'œil, c'est le load. On peut soit loader des hashes, donc soit des fichiers dumpés, des fichiers de session, encore des fichiers encryptés, donc cryptés SAM. C'est ce qu'on va utiliser. Donc ici, on remarque la première chose qui sont les Rainbow Tables que vous pouvez utiliser. Donc je vous déposerai donc dans les ressources le lien pour télécharger les Rainbow Tables. Donc cela dépendra encore une fois de vos besoins. On y jettera un coup d'œil avant bien sûr de quitter cette partie de la formation. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est on va aller directement vers Encrypted SAM. Donc on est là directement au niveau du répertoire monté, Windows, Système 32. Ensuite, on va pouvoir naviguer sur notre fichier config. Et voilà, c'est ce qui nous intéresse. On va cliquer sur Open. Automatiquement, notre administrateur va être ajouté avec le hash qui lui est assigné. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit ajouter les Rainbow Tables. Donc on va cliquer sur Install et on va aller là où est donc notre Rainbow Table. Donc vous pouvez ajouter autant de Rainbow Table que vous voulez. Cela dépendra aussi du système que vous utilisez, si c'est du Windows 7 ou du Windows 8, etc. Donc on va cliquer sur OK. Donc vous pouvez défiler ici pour voir l'utilisation donc de la mémoire par rapport à tout ce qui concerne les Rainbow Tables. Donc et enfin, on va cliquer sur Crack pour lancer le crack. Donc le cracking de mot de passe. Donc, comme vous voyez, il est en train de chercher le mot de passe. Donc généralement, si vous avez une machine assez puissante, cela ne prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, il a déjà pu trouver le premier mot de passe et il va encore chercher jusqu'à trouver le mot de passe de l'administrateur qui est le mot de passe manquant. Donc vous pouvez trouver une panoplie de Rainbow Tables sur les sites suivants, donc project-rainbowcrack.com/table. Donc cela dépendra encore une fois de vos besoins. Vous aurez aussi une liste de vidéos tutoriels si vous voulez aller plus loin dans ces derniers. Donc généralement les Rainbow Tables sont assez grandes de taille comme vous pouvez le voir. Donc ils dépendront encore une fois de vos besoins. Vous pouvez aussi retrouver une autre liste de Rainbow Tables au niveau du site officiel d'offcrack.sourceforge.net/tables. Donc comme vous pouvez le voir, donc on a une liste de Rainbow Tables que vous pouvez utiliser pour votre... Le dernier outil qu'on va pouvoir utiliser afin de mettre en œuvre nos attaques sur les mots de passe utilisateurs est Change Password. Donc, c'est un outil extrêmement puissant qui vous permettra de manipuler le mot de passe utilisateur, de les enlever, etc. au niveau donc, du fichier SIME. Il vous faudra vous diriger vers le dossier Windows, Système 32, ensuite Config. Et on va lancer Change Password d'une façon interactive avec l'option "-i" suivi par le fichier SAM. Donc, vous avez une panoplie d'options. Vous pouvez éditer le registre. Encore une fois, voir la liste des codes disponibles ou modifier les données d'un utilisateur et mot de passe. Donc c'est la première option qui nous intéresse. Donc on doit choisir la référence de l'utilisateur où on veut donc manipuler les données, donc qui est administrator. Donc on va copier le RID qui est l'identifiant de ce dernier.
Donc une fois fait, on peut soit enlever le mot de passe de l'utilisateur, soit désactiver, donc activer le compte utilisateur s'il est locké. Donc on peut aussi, si l'utilisateur n'est pas administrateur, lui donner les droits administrateurs, ajouter l'utilisateur à un groupe, enlever l'utilisateur à un groupe, ou sinon rien faire. Donc on va choisir l'option 1. Et voilà, nous avons pu enlever le mot de passe de l'utilisateur. Donc vous pouvez manipuler comme vous voulez ce dernier. Donc c'est un outil que je trouve extrêmement puissant pour manipuler les données utilisateurs et pouvoir ainsi se débarrasser du mot de passe, etc. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir le cracking des mots de passe utilisateurs en utilisant une panoplie d'outils, aussi bien au niveau des systèmes d'exploitation Linux que Windows. Et j'espère que cette vidéo vous a été lucrative.